Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro des reportages Les Escapades en terre des confluences. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cet ouvrage que je suis en train d'arpenter, très apprécié des promeneurs à pied ou à vélo, le canal latéral de la Garonne. Pourquoi a-t-on construit cette célèbre voie d'eau? Quelle est son histoire? Et en quoi le canal contribue-t-il à l'attractivité de notre territoire? Reportage. Les cours d'eau ont façonné ces terres de confluence et parmi eux, le canal latéral de la Garonne qui lui a donné une identité bien singulière. Ce canal a été aménagé au milieu du 19e siècle et il va de Toulouse jusqu'à Bordeaux. Il est le prolongement du canal du Midi qui a été construit 2 siècles auparavant par l'ingénieur visionnaire Pierre-Paul Riquet et qui va de Sète à Toulouse. Les deux forment le canal des deux mers reliant la Méditerranée à l'Atlantique. Pierre-Paul Riquet au XVIIe siècle avait déjà songé à cette jonction entre les deux mers de manière à optimiser les relations commerciales avec le reste du monde. Or, les moyens financiers et humains à déployer pour ce XVIIe siècle étaient bien trop lourds, bien trop importants. Ce canal a donc été aménagé pour le transport des marchandises et son tracé rectiligne a permis d'éviter le fleuve de la Garonne qui était bien trop tumultueux et dangereux pour la navigation à cette époque. Les travaux de construction du canal latéral de la Garonne, petit frère du canal du Midi, vont s'étaler sur 17 ans jusqu'en 1856 et vont être confiés à l'ingénieur Jean-Baptiste de Baudre. Des milliers d'hommes et de femmes vont s'atteler à la construction de ce chaînon manquant de la jonction Méditerranée-Atlantique. Le canal latéral de la Garonne, c'est 193 km de voies fluviales, 143 ouvrages d'art, dont 53 écluses, comme cette remarquable double écluse entre le canal et la rivière Tarn à Moissac. Le canal n'est pas parfaitement horizontal. En effet, sur son parcours, on passe des montées et des descentes. Pour pallier à ces dénivellations, des écluses ont été aménagées. Elles se composent de 2 portes qui délimitent un sas. Ces portes sont dites busquées, c'est-à-dire arc-boutées l'une sur l'autre pour optimiser l'étanchéité. Ces écluses sont aujourd'hui automatisées et sont gérées par les Voies navigables de France. Un autre ouvrage remarquable sur le canal latéral de la Garonne, le pont tournant Saint-Jacques à Moissac. Il y en avait 4 auparavant. C'est le seul survivant dans la ville, mais aussi sur l'ensemble du canal latéral de la Garonne. Mais pourquoi donc un pont tournant et pourquoi pas un pont classique? Eh bien, c'est très simple. Un pont classique obligerait à relever les chaussées pour permettre aux voitures d'arriver jusqu'au tablier. Or, un pont tournant est quasiment au même niveau que le trafic automobile. Or, il reste un problème, à savoir que chaque fois qu'un bateau passe, eh bien, ça stoppait complètement la circulation automobile. Et le trafic se faisant de plus en plus important, eh bien, ces différents ponts tournants ici à Moissac devenaient obsolètes, excepté le pont Saint-Jacques, toujours en fonctionnement. L'œuvre incontournable reste le pont-canal du Cacor. C'est le 3e plus long port-canal de France, après celui de Briare dans le Loiret et celui d'Agen dans le Lot-et-Garonne. Il mesure 356 mètres de long, situé à environ 3 km de Moissac. On peut y accéder par la vélo-voie verte, le long du canal ou bien par la route. Bâti entre 1842 et 1846 par l'ingénieur François Terrier, il marie la brique toulousaine et la pierre blanche du Quercy. Cet ouvrage permet aux bateaux qui naviguent sur le canal de passer au-dessus de la rivière Tarn. D'ailleurs, cette rivière assez capricieuse a connu des crues dévastatrices, notamment celle du 3 mars 1930 qui a tout emporté sur son passage. Triste ironie du sort,
le canal viendra au secours du train. En effet, le pont ferroviaire proche du pont-canal fut détruit. La ligne de train Bordeaux-Toulouse est inutilisable. La compagnie de chemin de fer décide alors d'utiliser le pont-canal du Cacor comme voie ferrée temporaire. Pour ce faire, une partie du canal est vidangée et le chemin de halage élargi pour poser les rails. Les trains circuleront sur le pont-canal pendant 2 ans, de 1930 à 1932, en attendant les réparations du pont ferroviaire. Le chemin de fer plus rapide et plus sûr va rapidement concurrencer le commerce par voie d'eau, notamment avec la construction de la ligne Bordeaux-Toulouse au milieu du 19e siècle. L'augmentation des redevances sur le canal met ce dernier à égalité avec la voie ferrée. On s'en doute, le choix s'est porté sur le train comme moyen de transport privilégié en ramenant de plus gros profits à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral de la Garonne. Société qui gérait alors les 2 voies de communication. Le canal se marginalise, mais reste malgré tout utilisé lorsque les crues empêchent les trains de circuler, comme on a pu le voir juste avant. Dans les années 1970, il aura même une seconde vie grâce au tourisme fluvial. Jusqu'alors marchande, la navigation devient plaisancière. Les chemins de halage, utilisés autrefois pour tracter les embarcations, sont aménagés en vélo-voie verte pour les piétons et les véhicules non motorisés. Le canal est un vecteur de développement touristique important pour notre territoire. Les ports de plaisance sont d'ailleurs entièrement équipés pour assurer tout le confort nécessaire aux plaisanciers, comme ici à Castelsarrasin. Certains plaisanciers ont même élu domicile sur le canal et en sont devenus des résidents permanents. De par son histoire et son patrimoine architectural d'exception, le canal latéral de Garonne est un véritable pôle d'attractivité touristique pour notre territoire et nous invite à découvrir au fil de l'eau son passé et la douceur de vivre de nos terres de confluence.